Alors j'hésite pour les transitions avec ce qui vient d'être dit parce que c'était très intéressant la discussion avant, mais il y avait des points sur lesquels j'étais pas du tout d'accord, mais je vais pas commencer par évoquer ces points-là. Je voulais parler du théâtre parce que j'étais ravie que ce se passe dans un théâtre. Je suis très amateur de théâtre, mais je m'attendais pas effectivement à me retrouver face à Giscard d'Estaing et Mitterrand. Ça m'a troublée, puis jusqu'au moment où je me suis dit en fait c'est parce qu'en ce moment il doit y avoir une pièce de théâtre qui parle des présidents. Bon, je vais quand même vous présenter nos deux artistes, parce qu'effectivement, je considère que les vrais écrivains sont des artistes. La littérature est un art à part entière, enfin, ne serait-ce que penser à la poésie, aux vrais romans, au théâtre. Vous êtes toutes les deux nées à la même génération, une avant 68, une après 68, mais vous êtes toutes les deux de la deuxième partie des années 60, comme moi, mais moi je suis avant 68. Vous êtes toutes les deux des femmes, je ne sais pas si c'est très, très pertinent de le dire ici. J'ai remarqué que vous avez toutes les deux une formation très solide et classique, vous en littérature, Célia, et en philosophie à Lyonès, et vous, double aux Arts Déco à Paris et à l'Arts Institute of Chicago, que je ne connais pas, enfin que je ne sais pas très, très bien placé. Vous, en fait, Célia, vous avez commencé à écrire pour un autre art, parce que vous avez commencé à écrire pour le théâtre. À vrai dire, j'ai fait du théâtre, mais je n'écrivais pas pour le théâtre, mais j'étais metteur en scène, oui. D'accord. Mais non, je travaillais, et je pense que ça a son importance plutôt avec les textes des autres. D'accord. Et peut-être c'est en passant du temps avec des comédiens qui disaient d'autres textes que peut-être quelque chose fait son chemin, mais non, je n'écris, non, c'est venu assez tardivement. En fait, c'est le contraire. Et c'était du théâtre expérimental. Je ne sais pas très bien ce qu'on appelle le théâtre expérimental. Du théâtre de recherche, justement. Par définition, c'est expérimental. Oui, exactement. Vous avez raison. Le théâtre, vraiment, on peut dire, entier, en effet, est une expérience. Mais en disant que c'est un théâtre, c'était pour dire un théâtre particulièrement pluridisciplinaire où les arts plastiques et la musique occupaient une grande part et où parfois même je signais avec d'autres, vous voyez, les pièces. Donc c'est pour dire simplement que c'était pas dans un rapport très académique où il y a le metteur en scène en haut d'une sorte de pyramide. C'était un travail très collaboratif et voilà, donc que j'ai pratiqué plutôt en Suisse d'ailleurs pendant 10 ans. Et alors, je dirais que d'ici une dizaine d'années, en fait, vous êtes connu d'un plus grand public depuis que vous écrivez des récits et des romans aux éditions Paul. J'ai lu les deux derniers qui sont donc Gilles et Tout un monde lointain, et j'ai tout de suite remarqué qu'effectivement vos personnages étaient des artistes. Gilles, c'est un pianiste, et je dirais que le personnage de Tout un monde lointain, c'est la villa en fait, une villa construite par cet architecte Eileen Gray. Alors, en revanche, votre dernier livre, pour lequel je crois que vous êtes invité ici, c'est Villa Crimée. C'est un peu à mi-chemin, parce que c'est un texte de commande par un cabinet d'architectes, mais c'est un texte qui penche vers la fiction. Ce n'est pas une fiction, c'est un texte qui penche vers la fiction. Et maintenant, vous, Cathy, alors vous n'êtes pas une écrivain, mais je crois que vous l'êtes quand même un petit peu. Vous êtes multi-talentueuse, parce que vous faites de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la gravure. Je connaissais en fait votre travail, parce qu'effectivement, il y a longtemps, j'ai travaillé chez Gallimard Jeunesse, donc je connaissais un peu votre univers. Et là, comme Cathy n'a pas été invitée en fait pour un livre en particulier comme Villa Crimée, mais on s'est mis d'accord par téléphone de choisir 3 livres de son œuvre d'illustratrice, disons. Celui de l'illustration de Marguerite Duras, un conte qui s'appelle Ah Ernesto. Un livre que j'avais beaucoup vu, le dictionnaire fou du corps, et un livre qui s'appelle D'ici là, un genre d'utopie, peut-être celui dont j'aurai le moins temps de parler. Alors, je vais commencer par une question très factuelle, à l'une et à l'autre, mais il faut bien que je commence par l'une et qu'après j'interroge l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, Célia, sans être trop long, parce qu'on est les dernières, donc on va être pressés, sur le cadre de la commande du texte de Villa Crimée. On vous a appelé un matin... Oui, à peu près, oui. L'architecte Sarah Bitter, donc du cabinet Metec, était en train de finir un logement social dans le 19e arrondissement et elle a voulu, ce qui est une démarche assez étonnante, qui m'a beaucoup touchée, faire appel à d'autres arts que l'architecture pour parler de ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle a invité une cinéaste, des danseurs, moi, un philosophe, d'autres disciplines que la sienne pour
qu'on rende compte de l'expérience qu'elle est en train de finir, d'un logement social. Et tout ça pour un film. Donc primitivement, j'ai écrit des textes qui étaient destinés à la voix off d'un film et qui était lui-même un geste artistique. Donc c'était une aventure là aussi très pluridisciplinaire parce que cet architecte pense, et en me penchant un petit peu sur cette discipline, je l'ai constaté aussi, qu'il y a pas une grande visibilité de l'architecture aujourd'hui, qu'on parle surtout d'architectes stars, qui sont souvent d'ailleurs des hommes, et que la question du logement social, elle est peu accueillie, peu traitée. Or, vous savez, que vous comme moi, que c'est quand même une question centrale de société, et que voilà, il y a beaucoup de gens mal logés ou pas logés du tout. 4 millions de personnes en France aujourd'hui. Et il se trouvait que c'était dans mon quartier, et ça m'a beaucoup touchée. Vous savez, mais ça devait être une plaquette à l'origine, ça devait être un livre, non, c'était quoi? Ça devait être la voix off d'un film, et c'est la voix off d'un film, c'est-à-dire que j'ai écrit des fragments, j'ai choisi aussi cette forme, donc j'ai écrit, c'est une idée comme ça qui m'est venue assez vite en visitant cet endroit, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer, mais j'ai écrit autant de fragments qu'il y a de fenêtres dans le bâtiment. Bon, j'ai le goût pour des formes, j'aime ça crée. Et puis ça me permettait d'offrir un matériau qui était sécable, c'est très technique, pour le montage, pour que la cinéaste puisse prendre ce qu'elle voulait, et que chaque petite entité soit autonome comme une petite cellule qui tienne quoi, et qui soit à la fois un point de vue sur le bâtiment, sur le quartier, sur son histoire. Donc voilà, dans ces fenêtres, j'ai accueilli aussi de la fiction, des vies imaginaires, puisque ce bâtiment était sur le point d'être habité. Donc moi forcément, aimant le roman et la fiction, j'ai pas pu m'empêcher d'y projeter des présences dans ces appartements. Donc voilà, c'est passé comme ça. Et comme on dit, et comme souvent, j'ai dépassé la commande. C'est-à-dire que j'ai écrit plus de fragments qu'il n'en fallait pour le film. Et puis, à un moment donné, une fois que le film a été fait, comme je faisais toujours et comme je continue de le faire, je fais lire à mon éditeur ce que je suis en train de faire. Et j'ai fait lire à Paul Tchaikovsky-Laurence ces textes. Et il m'a dit, mais moi je veux le publier. Je ne savais pas du tout si c'était pour lui ou pas, ou pour une revue, ou juste pour le plaisir de partager ce que j'étais en train de faire. Et voilà l'histoire de ce livre qui est pas banal, qui n'est pas du tout... Voilà, mais c'est la merveille des commandes, c'est-à-dire que ça vous déplace. Et en fait, souvent, en tout cas il arrive que ça vous place dans des endroits qui finalement ont une résonance profonde, très intime. Et moi, j'étais très touchée, au fond, de me pencher sur toutes ces questions et qui sont au cœur de mon quartier. Voilà, je suis voisine de cette réalité. D'accord. Alors maintenant, j'ai choisi, pour poser une question un petit peu équivalente, j'ai choisi le livre de Marguerite Duras, Cathy. Je vais vous avouer que je ne connaissais pas le livre. En revanche, j'avais vu le film, parce que le petit texte de Marguerite Duras l'a filmé elle-même, je crois, en 85. Et j'avais adoré, je vais vous dire pourquoi j'avais adoré, et là on est très 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 loin du réel, c'est pour ça que je suis absolument ravie, parce que ça contredit tout ce qui a été dit avant, parce que ça commence par un petit garçon qui s'appelle Ernesto, qui refuse d'aller à l'école, donc il va voir sa mère qui est en train d'éplucher les pommes de terre, et elle lui dit « Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école ?» Il dit « Parce qu'à l'école on m'apprend des choses que je ne sais pas. » Et je me souviens avoir entendu ça au cinéma, j'ai dit « Attends, on t'apprend des choses que tu ne sais pas. » Et alors, je me suis dit, vous, Cathy, comment vous avez fait pour illustrer? On m'apprend des choses que je ne sais pas. Parce que moi, je connais moins bien l'illustration que le texte. Donc, d'une certaine façon, ça me fascine dans la mesure où c'est un domaine qui m'est moins intime. Je ne suis pas du tout illustratrice. Et je voudrais vous montrer certaines des illustrations. Et avant de vous laisser la parole, je voudrais dire une chose, parce que j'ai commencé dans la jeunesse et j'avais oublié qu'il y avait encore des éditeurs qui faisaient des livres d'une telle qualité. Ah oui, non, mais parce que c'est rare aujourd'hui, quand on calcule les prix de revient, il faut toujours faire des économies sur la qualité du livre, sur la qualité de la reliure. Les livres sont quand même assez laids en général. Et là, c'est un livre qui est cousu. C'est un livre dont la couverture est absolument magnifique. Et non seulement, elle n'est pas tout à fait... Comment on dit En fait, elle a un embossage, un gaufrage. Voilà, elle a un gaufrage là, et aussi sur la 4e, symétrique, puisque le corbeau est ici en relief, et vous le retrouvez derrière, blanc sur blanc. Donc j'insiste, parce que je pense que l'art, c'est ça aussi, c'est des matériaux, et c'est un investissement sonnant et trébuchant aussi dans les matériaux. Donc
Je souligne ça parce que j'avais oublié, j'ai quitté moi la jeunesse il y a longtemps. Alors faut aller. Il y a quand même aujourd'hui, et en France on est quand même particulièrement vernis. Il y a un certain nombre d'éditeurs qui font des très beaux livres et qui investissent d'abord beaucoup sur les personnes dont je suis, parce que quand même, on nous confie des projets conséquents et qui font les paris de livres très beaux, de mettre entre les mains des enfants des livres très beaux avec un pelliculage magnifique, avec une impression sublime, un papier qu'on choisit ensemble pendant des heures et tout. Si, ça existe. Enfin, on est très très bien lotis. Ça existe encore beaucoup. Ouais, bah, écoutez, tant mieux. Moi, j'étais ravie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je crois que c'est une réédition en fait. Oui, alors, je vais essayer de répondre. Effectivement, la première phrase qui m'a beaucoup plu dans ce texte de Marguerite, c'est ça. C'est Ernesto qui dit qu'il ne veut pas aller à l'école parce qu'on voudrait lui apprendre des choses qu'il ne sait pas. Et ça m'a parlé, mais très très fort tout de suite. Moi, j'avais lu beaucoup, et adolescente, j'ai commencé pratiquement tous les textes de Marguerite Duras, mais je connaissais absolument pas celui-là. Et celui-là, donc en fait, c'est une commande justement. Ah oui. C'est un des rares moments où Marguerite Duras, elle a répondu à la commande d'Harlem Quist, enfin de François Révidal, l'éditeur qui, à ce moment-là, donc dans les années 60, 65, 70, a demandé à des grands auteurs, il y a Ionesco, il y a Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras, par exemple, des grands auteurs de travailler pour la jeunesse avec des objets spécifiques et des livres qui étaient, enfin, leur donnant une carte blanche, une commande, mais qui était quand même une carte blanche, effectivement. Et Marguerite Duras, elle écrit ce texte qui deviendra, dans un deuxième opus, La pluie d'été, ensuite, et qui est devenu aussi ce film. Mais en fait, à chaque fois, c'est des augmentations et des prolongements de ce premier travail initial, pour lequel il y a énormément de versions. Je tiens à dire que Thierry Magny, en même temps, non seulement il a publié un beau livre pour la jeunesse à ce moment-là, mais il a aussi publié une sorte de making-of en fait, du travail de Marguerite Duras, puisqu'il a eu accès à toutes les archives, d'abord données par l'ancien éditeur, donc qui avait publié ce livre en 70, elle l'a écrit en 68, je crois qu'il est publié en 70 ou 72, je ne sais plus. Donc il a récupéré plein d'archives, les cartons à dessin de Marguerite Duras, toutes ses recherches, c'était vraiment passionnant. Et on a aussi eu accès à toutes les archives, en fait, à tous ces manuscrits. Mais vous, en quelle année est-ce que vous avez travaillé? Alors moi j'ai eu une contingence, moi ça aussi, donc qui était une commande de Thierry Magny, au moment où j'ai eu fini Dictionnaire fou du corps, qui était un gros travail personnel, et il avait peur que je fasse une dépression, et il a dit qu'il allait me proposer un super projet qui allait m'occuper pour que je ne sombre pas dans la désinvolture et l'apathie, et donc lui il a souhaité republier ce texte au moment de l'année Duras, donc il fallait que ce texte sorte impérativement pour 2014, et donc moi j'ai eu une contingence matérielle très très précise. Voilà. Et il était très très heureux de pouvoir lui le publier et qu'il ait eu les droits et pas Gallimard, évidemment. C'est une blague de... voilà. D'accord. Je voulais maintenant vous interroger chacune sur le mot illustré, en fait, parce que vous, Cathy, vous êtes vraiment ce qu'on appelle une illustratrice. Enfin, dans le monde de l'édition jeunesse, il y a les auteurs, puis il y a les illustrateurs, mais évidemment, ça recouvre beaucoup de termes. Alors, vous êtes donc illustratrice au sens propre. Est-ce que le cas de Célia, qui, elle, répond à une commande qui est contraire, puisque c'est à partir de quelque chose qui n'est pas du texte, un bâtiment en l'occurrence, elle écrit un texte, est-ce que vous seriez illustratrice au sens propre et vous au sens figuré, inversé? Alors, si j'étais illustratrice, ça serait très très sale. C'est précisément, Cécile, je pense que c'est un mot je me suis construit contre ce mot-là. J'imaginais bien, parce que je suis beaucoup construit très très fortement contre ce mot-là. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui c'est un mot qui devrait plus. Enfin, le problème c'est que ce mot appartient toujours en partie au 19e siècle, c'est-à-dire au côté illustrare, 19e siècle et avant, éclairer un texte, le mettre en lumière. Or, ce qui se fait maintenant et depuis déjà un certain temps, parce que dans les livres de jeunesse, moi je suis venue vers le livre dans les années 90, donc je savais déjà un moment, et je suis venue parce que j'ai trouvé, il y a eu un appel d'air, j'y ai trouvé. J'y ai senti de la liberté, de l'air et un champ de possibles énorme, qui n'avait rien à voir avec l'illustration, au sens où on aurait pu l'entendre avant, c'est-à-dire qu'on allait me filer des textes et que moi j'allais y répondre en faisant des images qui allaient le décorer, l'embellir, permettre de poser l'attention des enfants, puisqu'on sait que l'image est quelque chose qui captive et que du coup ça donne un temps de latence et un temps, et qu'en même temps les images dans un contexte comme ça seraient soumises au temps du texte, puisqu'on commence par le lire et qu'on tourne la page si on a fini de le lire, ce qui est totalement débile par rapport à ce que pourrait demander une image. Donc je me suis construite vraiment contre ça, avec l'idée par contre d'abord une idée très positive, que le livre était un endroit dans lequel on pouvait avoir des récits. Moi je
je tenais beaucoup à ce qui a été dit par Fanny tout à l'heure aussi, qu'effectivement, on a envie humainement, depuis très longtemps, on a envie de raconter et on a envie de partager un certain nombre de choses. Moi, mon premier langage, c'est celui de l'image. Mais c'est celui de l'image avec tout ce qu'elle contient de richesse et pas de soubassement ou de côté secondaire qui devrait être inféodé à un texte parce qu'elle s'en sortirait pas toute seule, quoi. Ça, c'est vrai que... Voilà. Donc, après qu'on ait les deux outils et qu'au sein des livres, on puisse manier avec autant de possibilités l'outil texte, l'outil image, dans des rapports à inventer, ça continue de beaucoup m'exciter un certain temps après mes premiers livres. Voilà. Oui, je comprends, mais c'était un peu une petite provocation. Ça marche super bien. Je ne sais pas si ça marche autant sur Célia, mais... Oui, non, c'est intéressant. Je comprends que vous ayez besoin de vous positionner contre ça, parce que qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que ça, oui, ça date et ça trimballe. Moi, ça me fait penser à quand j'étais petite, je lisais énormément de BD et j'étais beaucoup chez mes grands-parents et ma grand-mère était un peu inquiète. Elle pensait que je lirais pas de livres vraiment et elle parlait des illustrés. Ça sonne comme ça un peu désuet. Et elle était un peu inquiète que je lise des illustrés toute la journée. Et je vois aussi l'illustration, ce journal, voilà. Et voilà. Bon, alors. Évidemment, moi, j'ai pas l'impression d'illustrer quoi que ce soit. Cependant, il y a un lien qui me semble fort et je suis contente d'avoir été invitée avec vous pour ça. Je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler, de le dire, que l'écriture a pour moi beaucoup à voir avec le dessin. Et du fait même du tracé des lettres. Et je m'intéresse pas mal à la naissance de l'écriture en ce moment. Et plus les études avancent, plus les archéologues, les préhistoriens repoussent la date et les lieux de naissance de l'écriture. Et maintenant, on est vraiment du côté des dessins pariétaux. Et c'est vraiment dans des dessins que les premières phrases, les premières intentions, qui sont vraiment bien plus que des représentations symboliques. Il y a des phrases et des messages dans des dessins. Et je suis très touchée par ça. Je suis persuadée que ça continue d'être à l'œuvre dans l'écriture, cette histoire, ce geste. Et je pense que moi, avant d'écrire, puisque comme je l'ai dit, j'ai écrit assez tardivement, ça a été tout un cheminement, j'ai dessiné. Et je dessinais beaucoup quand j'étais petite, et plus tard, à l'adolescence. Après, j'ai fait de la sculpture. C'est comme si... l'état de concentration et de contemplation et l'activité même de tracer de l'époque bien lointaine, je la retrouve. Il me semble, quand j'écris, je suis un peu dans le même état. En tout cas, je suis reliée à l'état qui était le mien à l'époque où je dessinais. Et ça, c'est très troublant, c'est très mystérieux et je suis contente de le sentir régulièrement. Aussi, quand je découvre justement, il y a une vitalité du livre pour la jeunesse, mais des livres dessinés, comment vous dire, les romans dessinés. Enfin, c'est vraiment un genre. Je suis même sûre, de même qu'à la télévision, peut-être il y a des séries qui viennent renouveler le cinéma. Moi, je pense qu'il y a certains romans graphiques qui viennent renouveler, apporter beaucoup d'air à la littérature, et que c'est très poreux et que tant mieux. Moi, vraiment, je crois qu'on est très proches en réalité. Vous êtes d'accord, Cathy? Oui, si je peux rajouter juste une toute petite chose, c'est vrai que je pense que qu'on soit en train d'écrire, genre avec une langue, des mots, etc., des phrases, ou en train de dessiner, c'est avec ces deux outils dans lesquels on pense chemin faisant. C'est-à-dire que c'est pendant qu'on dessine et pendant qu'on écrit qu'on élabore et qu'on enrichit, etc. Et en fait, ce temps-là, qui est un temps qu'on ne peut pas réduire, que ce soit en écrivant ou en dessinant, ce temps dont on a besoin, et ce temps qui est aussi celui de la rature, du recommencement, etc. Tout le temps de l'écriture, qu'elle soit du dessin ou du texte, c'est un temps dans lequel on réfléchit. Mais on réfléchit singulièrement puisqu'on est déjà en train de faire. Et c'est assez particulier ce que ça crée. Alors, pour nourrir cette réflexion, moi je voulais lire, alors je vais citer Célia Audard, qui cite Jean-Yves Tadier, qui cite Marcel Proust. Comme disait Montaigne, nous ne faisons que nous entregloser. Vous écrivez, page 70, je lis dans le numéro 623 de la NRF un entretien avec Jean-Yves Tadier, le spécialiste de l'œuvre de Marcel Proust, qui cite une phrase de l'auteur de La recherche du temps perdu. Ouvrez les guillemets, Proust. Là où la vie emmure, l'intelligence perce une issue. Et vous ajoutez une phrase de vous, Célia, qui n'est pas vraiment un commentaire, mais une réflexion libre. Le pouvoir de l'invention qui crée des dégagements, des ouvertures et fait entrer la lumière. Moi, j'ai vu quand même quelque chose dans cette phrase, le pouvoir de créer des dégagements et des ouvertures, le rapport entre le texte et l'image. Donc, je voulais vous... Qu'est-ce que vous... Ben oui.
Écoutez, c'est ça. J'ai fait des fenêtres, puis à un moment je me dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires, qu'est-ce que c'est que ces percées, qu'est-ce que c'est que ces ouvertures en architecture, qu'est-ce que c'est que ce geste-là moi j'adorais faire des trous justement dans les pierres quand je faisais de la sculpture. J'aime beaucoup Barbara Epworth, j'adore Henry Moore. Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est troué dans la matière et voilà, c'est un hasard de lecture, je tombe sur ce numéro de la NRF qui est quand même, soit dit en passant, à nouveau un endroit où il se passe des choses. Donc voilà, je lis la NRF et puis je tombe sur cet article et qui me rouvre, voilà, justement une fenêtre, un point de vue sur l'œuvre de Proust. Et on peut dire, c'est tellement riche. Et voilà, je trouve ça, c'est lumineux, quoi. Et c'est tellement beau. Et donc parfois, juste, vous savez, on écrit des textes pour accueillir un bout de lecture qu'on a fait, quoi. Donc c'est pas une illustration, mais c'est une espèce de cadre pour accueillir la phrase de quelqu'un d'autre, parce que ça venait éclairer aussi mes fenêtres à moi. Vous voulez ajouter quelque chose, Cathy, là-dessus ? Non, bon. Alors moi, je voulais maintenant parler d'un autre petit passage, mais ce sera pour vous, Cathy, un passage qui a été écrit par Célia. J'ai vu dans Villa Crimée, vous faites des références à deux grands artistes de l'histoire de l'art occidental qui sont Piero della Francesca et Velázquez, mais en fait, je ne vais pas vous poser de questions sur eux parce que je pense que ça serait un peu vague, trop. En revanche, page 60, vous évoquez avec beaucoup d'admiration un artisan couvreur et meilleur ouvrier de France qui s'appelle Didier Glé et qui a conçu et posé le bardage des bâtiments. Et le bardage revient plusieurs fois dans Villa Crimée. Et en fait, je ne connaissais pas ce mot. Ah oui, oui. Vous savez, quand on dit bardé de diplômes, alors ça veut dire qu'on en a plein, là, voilà. Comme des médailles. Et le bardage, au départ, c'est un revêtement, tout simplement. Alors évidemment, peut-être ça fait un peu comme ça un mot technique, mais je me suis dit, allez, on y va. Oui, mais c'est bien, la technique Oui, et puis c'était l'occasion. Bon, il se trouve que moi, je le connaissais, mais ce livre est une ouverture aussi sur des métiers, des corps de métiers qui deviennent rares, et des savoir-faire qui eux-mêmes deviennent rares. Et c'est vrai que c'était une des chances pour moi. Évidemment, je me suis précipitée quand on m'a proposé de rencontrer les artisans qui étaient encore en train de finir leur travail. Il se trouve que oui, c'est un meilleur ouvrier de France qui, entre deux cathédrales, en gros, venait travailler sur un logement social à Paris qui, évidemment, respecte les cahiers des charges, c'est-à-dire tout ça à très bas prix. Et je trouvais ça vraiment merveilleux et que c'était une chance pour moi aussi d'entendre les mots de métier. Et ça, je dois dire que ça fait partie des choses qui m'émerveillent par exemple, dans l'œuvre de Balzac, c'est qu'on rencontre les mots de métier, de l'imprimerie, de tout ça. Et je crois que la littérature, une de ses missions possibles, c'est de continuer de faire circuler des mots qui veulent dire des choses précises et qui ont vraiment été forgés même par les artisans eux-mêmes. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et pour moi, c'est le comble du luxe, en fait. Et donc pourquoi non seulement s'en priver, mais je crois que moi, en tout cas, j'ai grand plaisir, pas par goût de l'archaïsme, parce que justement, c'est très vivant et que c'est des mots utilisés pour des gens qui ont des choses à faire précises. Donc c'était... et puis voilà, ça sonne, quoi. C'est vraiment pas les mots, justement, usés jusqu'à la corde qui servent à tout. Et alors, ça sert à un truc précis. Oui, après avoir donc évoqué cet artisan couvreur, vous dites qu'il y a une expression qui s'applique j'imagine vous avez entendu dans sa bouche, qui vous fascine, qui vous bouleverse, dites-vous, ce sont les règles de l'art. Et ça, évidemment, je pense à l'architecture dont on a parlé tout à l'heure, et moi je dirais que c'est un art impur dans la mesure où c'est impur, pour moi c'est tout à fait élogieux dans ma bouche, parce que c'est entre l'art et l'industrie, et puis il y a des contraintes très très forte, matérielle, c'est comme un fait pour abriter des gens avec un toit. Et je voudrais que vous parliez de ça. Et ensuite, je voudrais passer à votre dictionnaire du corps, parce que c'est peut-être un peu artificiel, mais je suis passée des règles de l'art aux règles du corps, parce que vous avez adopté quand même le dictionnaire, et il y a aussi des parties du corps, c'est comme une architecture dont on ne peut pas se passer. Et j'aimerais savoir comment vous vous êtes écarté, parce que vous n'arrêtez pas de vous écarter du dictionnaire classique, et je dois dire que c'est assez génial. À chaque fois, j'en ai surpris. Alors, parlez un petit peu des règles, pourquoi vous êtes fasciné, et après on parlera des règles du corps. Ce qui était très émouvant, c'est pas l'expression en soi, c'est que justement, c'était plus une expression, c'était vraiment, il voulait parler de la façon
la bonne manière de faire les choses, et il était sur le terrain. Donc c'était le sens pratique tout d'un coup de ces mots-là qui ressurgissaient. Vous voyez, c'était plus faire les choses dans les règles de l'art. C'était lui, il a son art et il a des règles pour faire les choses. Et ça prenait tout d'un coup un sens tellement fort, parce qu'il parlait par ailleurs aussi du fait qu'il y avait de moins en moins de jeunes gens en formation à ses côtés. Il disait, voilà, on va perdre les règles de l'art, quoi. Et c'est pas... Voilà, donc tout d'un coup, cette expression, ce lieu commun, retrouver voilà, la force de la lettre, quoi, sur le terrain. Alors, je rebondis tout de suite, évidemment, sur la force de la lettre, parce que je voudrais passer à cette... Je ne sais pas si tout le monde... Je montre quand même le livre, parce que c'est un livre qu'on ne peut pas ne pas montrer. C'est un livre... très impressionnant, c'est un dictionnaire du corps, donc par ordre alphabétique. À chaque lettre commence par une sorte de, comment dire, comme un vers avec des allitérations autour de la lettre, et ensuite vous déclinez et vous réécrivez les définitions. Moi, j'ai cherché des mots inventés, mais en fait, j'en ai pas trouvé. Il y avait des mots que je ne connaissais pas, mais chaque fois, j'ai regardé sur Wikipédia. En fait, si, ils existaient, mais sauf que il y en a quelques-uns qui n'existaient pas avant de se trouver dans un dictionnaire, ce qui fait qu'ils existent maintenant, puis qu'ils sont avérés, puisqu'ils sont dans un ouvrage littéraire. Donc... Alors, combien de temps avez-vous travaillé sur cet ouvrage? Parce que c'est impressionnant. J'ai travaillé 4 ans. Du tout début des recherches, qui était une partie assez longue, copieuse, truffée et riche, jusqu'à la fin, qui était une partie harassante, perturbante, terrible, pleine de corrections, d'angoisse, des oublis. Quelle a été l'idée à l'origine, enfin, quelle a été l'étincelle de... Alors, l'idée, pour essayer de rebondir sur ce qui était notre première question, c'est que quand on a parlé des règles du corps, ça ne me parlait pas du tout, mais par contre, ce qui me parlait entre ce que disait Célia et le sujet, c'est les règles du jeu. En fait, l'idée, ça a été des règles du jeu, effectivement. C'est que j'avais bien une intention qui était très forte, qui était celle de mettre le corps au cœur d'un livre, mais en cherchant dans un seul ouvrage, à défaut de parler c'est un peu l'inverse de l'ubiquité, où j'aimerais faire un livre sur l'ubiquité, et c'est très très difficile. Et là, je me suis dit, par contre, je vais faire un livre sur un sujet qui est le sujet du corps, mais je vais essayer de l'aborder par un certain nombre d'angles, enfin de ne pas me freiner, et de faire en sorte qu'il soit possible d'avoir à la fois des connaissances, de faire appel donc aux règles de l'anatomie, en l'occurrence, mais en même temps de pouvoir avoir des tas de digressions et de donner libre cours à une fantaisie d'écriture à laquelle je tenais beaucoup, mais aussi de développer en images à la fois des connaissances, mais en même temps des poésies, et en même temps des images qui soient d'abord d'un point de vue artistique, en fait, des évocations du corps, mais que tout ça s'inscrive dans du quotidien, et que avec beaucoup d'humour, si c'était possible, et tout ça au cœur d'un même ouvrage, quoi. Et de faire tomber ces frontières-là qu'on peut trouver notamment sur le sujet du corps, surtout si on s'adresse à des enfants, puisque je voulais que ce livre c'est un livre de famille, en fait. Je voulais qu'il puisse s'adresser à des petits comme à des grands, à des vieux, enfin peu importe, en fait, et qu'on puisse le prendre à n'importe quel moment, et qu'en fait on arrête de ranger, de séparer ce qui serait la science. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, mais tel que c'est donné à plein de moments dès qu'il s'agit de l'anatomie du corps ou de la sexualité, soit on est dans un ouvrage sérieux, globalement, soit on est dans un ouvrage fantaisiste, soit on donne la parole à une fiction, etc. Et justement, on n'est plus du tout ce genre de frontières. Et pour ça, en fait, j'ai choisi d'avoir des règles du jeu assez strictes, parce que c'était elle qui allait me donner en fait un maximum de liberté. Et ces règles assez strictes, c'était d'adopter la forme du dictionnaire. Et ça, je le dois à Pierre Desproges. Parce que Pierre Desproges a quand même fait un dictionnaire extrêmement loufoque. Et à partir de là, ça m'a donné beaucoup de courage, en fait, simplement. J'étais intriguée aussi parce que j'ai vu que dans les contributeurs, là sur la page titre, il y avait des contributions d'un professeur émérite d'anatomie de l'Université de Bologne, et qui est responsable du musée de cire anatomique. Oui. Qui est un musée très particulier de Bologne. Un musée sublime qui est lié à l'université, donc un musée très ancien. Voilà. Ben oui, Alessandro Ruggieri, c'est un anatomiste assez âgé maintenant, donc professeur émérite. Donc il avait du coup un peu de temps. C'est un hasard, hein, c'est vraiment un hasard de rencontre. Mais il se trouve que lui était à un moment de sa vie où il approchait des 70 ans, et où de voir arriver quelqu'un qui lui proposait de travailler et d'avoir des contributions dans un livre qui n'était absolument pas scientifique, ça l'a beaucoup amusé, ça l'a intéressé. Il a eu cette curiosité là.
d'extrême jeunesse d'esprit. Et donc, il est passionné et très, très érudit sur les cires anatomiques, bien sûr. Il va faire des conférences partout dans le monde sur ce sujet. Il dirige ce musée à Bologne, qui est un lieu magnifique, je vous invite à aller le voir, qui est partie prenante, en fait, des outils pédagogiques de l'université depuis XVIe, XVIIe siècle, en fait. Mais bêtement. Quelle a été votre trame, votre base pour choisir les entrées? Parce que... Alors, ma base pour choisir les entrées, ça a été de lire moi-même le dictionnaire, parce que j'ai commencé à écrire. J'ai un problème avec le récit chronologique. J'ai un problème très très grave avec la structuration dans une chronologie ou dans une comme ça. Donc, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai commencé à écrire dans tous les sens. Voilà, tout ce qui me tenait à cœur, tout ce qui me semblait important. Et sur la question du corps, ça faisait énormément de choses. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il allait quand même falloir que je m'équipe d'un peu de rigueur méthodologique. Et donc, j'ai lu le Robert de A à Z sur les noms communs. Et j'ai fait mon choix. J'ai fait ma récolte et j'ai récolté 1050 mots. Et parfois, j'en ai supprimé ensuite, puisque finalement, j'en ai 800... Oui, il y en a combien? 800, il y a 801 entrées, je crois, en fait, dans le... Donc voilà, mais simplement, à un moment donné, c'est vrai que comme plus vous avancez dans votre travail, et j'avance pêle-mêle dans beaucoup de carnets de croquis où il y a à la fois autant des dessins que des mots, avec une totale liberté au début, mais il faut bien que tout ça se structure pour qu'on puisse le partager. C'est quand même une question qu'on connaît tous. Donc, surtout quand on est en face aussi d'un éditeur, d'une assistante d'édition, d'une éditrice, etc. Donc, et puis après, de maquettistes et tout, il faut structurer tout ça pour qu'on puisse avancer ensemble. Et donc, j'ai d'abord choisi de faire cette lecture, et c'est cette lecture totale et cette récolte qui m'a permis aussi d'avoir ma base de dialogue avec Alessandro Ruggieri. Donc on a traduit tout ça en italien, les 1050 mots, et puis à partir de ça, de cette liste-là, on a regardé ce qui pouvait manquer, les mots qu'il souhaitait lui rajouter, et on a choisi ceux sur les mots sur lesquels il allait lui travailler aussi et donner des contributions. Là où on pensait qu'il fallait en fait un point précis de connaissance anatomique, physiologique ou fonctionnelle. Et lui, en tant que scientifique, que savant, comment est-ce qu'il a réagi à l'idée à la dimension fantaisiste que vous alliez apporter? Il était plus flatté ou... Non, je crois qu'il était très curieux. C'est ça, la première chose pour laquelle je voudrais le remercier, c'est qu'il a été extrêmement curieux de rentrer et de faire un travail avec quelqu'un qui n'était pas dans son champ professionnel. Et moi, j'avais aussi beaucoup de curiosité, beaucoup d'humilité et beaucoup de crainte au début de ne pas être du tout à la hauteur en travaillant avec un anatomiste. Donc forcément, on a eu des tas de discussions aussi extrêmement techniques. Voilà. Donc j'ai, moi, énormément appris. Ça a été évoqué tout à l'heure, j'ai pris des notes quand à nouveau Fanny Taillandi a parlé du fait que écrire, c'était enquêter. Moi, j'ai enquêté, je me suis donné une très bonne excuse pour enquêter sur le corps humain. Et la sexualité, parce qu'elle est sous-jacente à plein d'endroits. Enfin, je ne vois pas comment on séparerait totalement ces questions. Donc, je me suis donné un sujet d'étude et toutes les excuses pour rentrer dedans par tous les biais. Et ça a été extrêmement jouissif comme travail. Alors, ce que j'ai vu aussi, le point commun entre les différents livres de vous que j'ai lus, mais comme on lit aussi l'image. Et je dis ça aussi parce que je reviens de Pologne, et en Pologne, il y a une tradition d'affiches, de détournement des images très, très, très forte, et avec une dimension proprement politique, parce que les pauvres Polonais ils sont souvent sous des dictatures. Vous détournez les images, vous les retravaillez énormément, et vous mélangez. Alors, il y a des gravures, des planches, ça m'intéresse en fait très concrètement, ce travail de détournement, comment vous le faites, parce que dans le dernier livre, je me trompe peut-être, mais c'est plutôt sur ordinateur que ça a été... c'est assez compliqué. Ça a été fait d'abord à la main, avec des techniques très anciennes d'eau forte et de gravure, pour générer des matrices qui allaient me permettre de faire semblant de faire de la vidéo. Et donc il y a toute une partie qui est faite à la main, et ensuite une partie qui est faite sur ordinateur, mais d'après mes dessins à la main. Donc tout est d'abord fait à la main, bêtement, avec des crayons de couleur, des tas de crayons, etc. Et puis ensuite tout est... En fait, les images sont des leurres, et là spécifiquement, j'ai cherché des outils qui me permettaient de faire des images qui étaient des leurres d'autres images, qui seraient en plus des images de 2041, donc des images du futur. Donc comme tout ça était impossible, j'ai cherché des ruses et des truchements de magie, puisque les images c'est de la magie, qui me permettaient de développer des images qui n'existaient pas et qui ressemblaient à rien. En fait. Et vous devez aussi c'est une hypothèse, je vous pose la question, collectionner beaucoup d'images, parce qu'il y a aussi beaucoup d'images un peu anciennes que vous reprenez, des gravures que vous...
Alors, dans le dictionnaire, il y a des images anciennes à proprement parler qui sont issues de tout le travail de recherche que j'ai fait dans les bibliothèques à Bologne et que j'ai photographié et que j'ai référencé, pour les garder et pour montrer ces images-là aussi à des enfants aujourd'hui, parce que c'est assez rare et qu'elles sont sublimes, aussi bien du point de vue de ce qu'elles renseignent, de ce qu'elles montrent artistiquement parlant. Et puis après, en écriture, on travaille souvent avec les pastiches, mais sur les images aussi. Donc je me suis appuyée aussi bien sur des peintures anciennes que sur des scènes de films contemporains. Enfin, il y a toutes sortes Enfin, on vit tous avec une iconographie et un ensemble de souvenirs et de cultures plus ou moins communes selon l'endroit où on habite. Et je travaille avec ça. On travaille forcément tout le temps avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a enregistré, tout ce qu'on a déjà, nous, dessiné ou photographié. Je fais des photos aussi bien en regardant un film qu'en me déplaçant dans la rue. Je fais un croquis dans le métro. Enfin, tout est bon et tout sert. Bien sûr. Tout le temps. Donc, et dans d'ici là, il y a aussi des sources, parce que là, on a travaillé sur le rapport du texte à l'image sur des rapports de sources, et comme si on était dans un rapport interactif au sein d'un livre. Donc, il y a un certain nombre de mots qui appellent des images, et on présente en fait les sous-bassements de ce qui serait à la recherche de la personne qui écrit le texte. C'est comme si on donnait les making-of et les parties hors champ du récit. C'est un jeu très très différent de celui du dictionnaire, mais moi ça m'intéresse beaucoup de faire ça, parce qu'en général on est obligé de donner une seule image et un seul niveau et de se conformer à une certaine vraisemblance pour la cohérence de la page 1 à la dernière page d'un livre. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, et par différents biais, quand il est possible, du coup, de donner à la fois des sous-bassements, des excroissances, d'autres possibilités ou d'autres tentatives ou d'autres traductions au sein d'un même livre, sans perdre le lecteur. Ça, c'est tout l'enjeu, effectivement. Surtout si on s'adresse aussi aux enfants, on va vous dire que c'est trop compliqué tout de suite. C'est d'essayer de conserver, en fait, quelque chose du livre en train de se faire, alors qu'il est fini puisqu'il est imprimé. Oui, c'est vrai, oui. Mais de conserver ça, quelque chose qui est en train de se faire et qui n'aurait pas de forme définitive et qu'on pourrait remodeler ou encore augmenter, et que le lecteur, sous-entendu, va encore augmenter par ses souhaits. Oui. Est-ce que vous savez si le lectorat de ce livre sont plutôt justement des adultes, plutôt des enfants? Parce que le dictionnaire? Oui, le dictionnaire, moi je l'offrirais autant à un adulte qu'à un enfant. Enfin, c'est vraiment. C'est mon souhait, en tout cas c'est mon souhait, c'est qu'on puisse s'y mettre petit et puis garder ça après. Là, c'est vrai que le livre maintenant est sorti en 2013, donc j'ai déjà rencontré pas mal de monde. Il y a aussi bien des grands-parents qui vont l'offrir pour leurs enfants, pour le laisser traîner, disent-ils, sur les tables, pour pouvoir aborder un certain nombre de choses sans que ça soit de leur propre fait. Tiens, il y avait ça qui traînait, je me suis mis les pieds dans le tapis, et puis du coup, on va en parler. Et puis en même temps, il a aussi été offert beaucoup à des étudiants en médecine, en disant ça va leur faire un petit peu de récréation. Donc voilà. On est dans le quartier, je me rappelle, il y avait toutes les librairies, peut-être moins là, mais librairies rue de l'école de médecine où il y avait ces bouquins un peu terrifiants d'anatomie. C'est bien, ça fait vraiment penser. C'est comme un détournement de ce genre-là, en fait. Oui, c'est ça. Je trouve. Alors, comme je vois Sylvie qui s'assied là, je me dis bon, l'heure tourne. Je voulais en fait finir cette petite discussion par un exercice pratique que je vais vous soumettre toutes les deux. Dans Villa Crimée, vous rythmez en fait tout le texte par des phrases qui commencent par « j'admire ». Donc vous admirez l'architecture et chaque fois c'est ponctué par « j'admire ». Vous allez voir ceci, j'admire cela. Ça revient comme un refrain. Ça commence page 11, vous dites « j'admire une profondeur ». Puis page 15, « j'admire une ligne ». En fait, j'ai fait l'inventaire de tout ce que vous admirez. J'ai trouvé 33 idées, 33 concepts. Donc je vais les lire, ou vous pouvez les lire si vous voulez, et j'aimerais savoir ce qu'ils évoquent en live, en direct, dans l'esprit de Cathy, qui est une, j'ose plus dire illustratrice, merde, qui est une fille très douée. Parce que moi, voilà. Donc, est-ce que vous allez les lire? J'ai fait toute la liste là. Alors c'est drôle parce que et vous allez bien écouter et vous allez nous dire juste après si vous avez déjà des idées pour l'illustrer. C'est pensé comme des incrustations. Alors c'est bizarre de les avoir désincrustées, mais je vais le faire. Hein, oui, pardonnez-moi de les avoir désincrustées. Comme ça, on va voir si ça tient aussi tout seul. Mais on va voir. Je sais pas. J'admire une patience. J'admire des relations. J'admire une fluidité. J'admire une position. J'admire une oblique. J'admire l'acoustique. J'admire une idée. J'admire une orientation. J'admire une exposition. J'admire un dégagement.
J'admire un ancrage. J'admire une respiration. J'admire une aspérité. J'admire une liberté. J'admire une intensité. J'admire une inquiétude. J'admire une chaufferie. J'admire une alchimie. J'admire l'architecte. J'admire une hauteur. J'admire une responsabilité. J'admire un calcul. J'admire une matité. J'admire un dessin. J'admire une échelle. J'admire un bourgeon. J'admire un contraste. J'admire des fondations. J'admire une transparence. J'admire les parallèles. J'admire une vision. À vous, Cathy. Il me faudrait un peu de temps, mais en tout cas, ce qui fonctionne tout de suite bien, c'est, je trouve que c'est plein d'impulsions, en fait. Donc alors c'est vrai que ça me fait pas penser à des choses précises ça me fait pas du tout penser à des représentations, des choses, des figuratives. Ça me mettrait plutôt, ça me donnerait envie de prendre un certain nombre de formes et à partir de toutes ces formes qui seraient au départ peut-être les mêmes qu'on définirait, de les mettre en jeu en fait différemment à chaque fois, parce que c'est vrai que ça arrive comme je trouve qu'à chaque fois c'est comme si c'est une vraie impulsion, ça donne une dynamique et ça met des éléments en rapport les uns avec les autres, mais c'est extrêmement imagé les termes qui sont là pour beaucoup. La chaufferie peut-être un peu moins, encore que c'est vraiment très imagé, donc ça donnerait envie d'avoir un vocabulaire de formes et avec des formes qui sont précisément pas qui ressemblent pas à ceci ou à cela, de les mettre en jeu et de les mettre en jeu dans des espaces différemment à chaque fois pour que ça évoque ces notions-là et que ça puisse en images rebondir. En fait, ça me donnerait envie de faire ça plutôt. Voilà. Bon, alors écoutez, je ne sais pas s'il y a des éditeurs, peut-être que un jour, ce sera un projet à deux. En tout cas, écoutez, merci beaucoup. Et je finis en confirmant une chose, c'est que la littérature est bien un art. Oui, la littérature est bien un